Selon le Guide alimentaire canadien rédigé en 2023, une consommation saine est constituée à 25% d'aliments protéinés, ce que soient les noix, les lentilles, les œufs ou la viande. Cette classe alimentaire regroupe des produits d'origine animale autant que d'origine végétale. Un aliment faisant partie intégrante de ce groupe est le tofu. Ce dernier, provenant originairement de la Chine, est de plus en plus populaire dans les assiettes d'aujourd'hui. Le tofu fait partie de la cuisine chinoise depuis plus de 2000 ans. Sa fabrication repose sur la coagulation du lait de soya et c'est ce qui explique d'ailleurs son surnom fromage de soya. Du côté de sa composition, cet aliment est d'une source importante d'isoflavones, incluant principalement la génistéine. Il sera important de comprendre d'abord la structure de la molécule et le mécanisme de la génistéine pour ainsi analyser les bienfaits et méfaits thérapeutiques et nutritionnels de celle-ci. Cette base de connaissances sera utile pour finalement apporter la psychonutrition de la génistéine, soit sa capacité de modifier des comportements alimentaires pour mener au bien-être de l'individu. La génistéine est l'une des nombreuses isoflavones connues. Mais qu'est-ce que les isoflavones? Faisant partie de la famille des phytoestrogènes, des plantes dont les molécules possèdent une similarité avec l'estrogène, des hormones féminines, les isoflavones présentent une grande partie de notre alimentation. Les pois chiches, les asperges cuites, les haricots verts et les aliments dérivés du soya, comme la farine de soya, l'isolat des protéines de soya, le tofu et le lait de soya, ce sont tous des aliments riches en isoflavones. Dans tous ces produits, les aliments dérivés du soya sont les plus riches en génistéine. Par exemple, dans 100 g de tofu, il y a environ 23 mg d'isoflavones, dont 13 mg de génistéine. En 1899, la molécule de la génistéine a été isolée pour la première fois par les scientifiques Perkin et Newberry à partir d'une espèce de plante à fleurs jaunes, la Genista tinctoria. Puis, un peu plus tard, en 1928, elle a été finalement synthétisée par Baker et Robinson. Le nom chimique de cette molécule est 5,7-dihydroxy-3,4-hydroxyphénylchromène-4-one et sa formule moléculaire est alors la suivante, 15 carbone, 10 hydrogène et 5 oxygène. Au niveau de sa structure, tous les carbones de cette molécule sont hybridés sp2, tandis que tous les oxygènes sont hybridés sp3, à l'exception d'un oxygène relié par un lien double qui, lui, est hybridé sp2. Il est également possible de constater que la génistéine ne contient aucun carbone asymétrique, ce qui la rend achirale. Elle est aussi très peu polaire et du même fait, elle se solubilise uniquement dans les solvants organiques non polaires et très peu dans l'eau. De plus, cette molécule ne possède aucune possibilité cis-trans. En ce qui concerne ses groupes fonctionnels, son groupe principal est la cétone visible en bleu. D'autres groupes la constituent également, tels que 2 alcools surlignés en vert ainsi qu'un phénol en jaune. La génistéine comporte aussi une structure chronémique en son centre, ce qui représente une caractéristique commune aux isoflavones. Avant d'aborder la suite de la présentation, il est important de mentionner que les effets de la consommation de cette molécule ne sont pas reconnus avec une certitude totale en raison de manque d'études fiables et de plusieurs controverses dans le domaine. Ceci étant dit, quel rôle la génistéine joue-t-elle dans notre corps? Elle a pour rôle d'agir comme un antioxydant, c'est-à-dire de transformer les radicaux libres, des atomes ou molécules qui ont perdu ou gagné un électron, en produits inoffensifs. Les radicaux libres sont alors bloqués dans leur oxydation de cellules, ce qui entraîne un ralentissement de la chaîne de dégradation et du vieillissement cellulaire prématuré. Ces propriétés antioxydantes entraînent plusieurs bienfaits sur le corps humain. Tout d'abord, ces dernières aident à protéger la peau des radicaux libres et donc à prévenir les signes du vieillissement cutané. De plus, elles favorisent la production de collagène, ce qui aide à maintenir la fermeté et l'élasticité de la peau. En ce qui concerne les cheveux, la génistéine agit comme un agent stimulant la croissance capillaire. Elle aide à renforcer les follicules pileux, ce qui favorise une repousse plus dense et plus robuste des cheveux. Elle peut également aider à prévenir la chute de cheveux et à combattre les problèmes associés,
tels que les pellicules ou les cheveux cassants. La génesticine peut être utilisée dans de nombreux produits cosmétiques, tels que les crèmes anti-âge, les sérums capillaires ou les masques pour le visage. Elle peut également être utilisée en complément alimentaire pour bénéficier de ses bienfaits de manière interne. Un autre mécanisme d'action détaillé est celui de l'athérosclérose. L'athérosclérose est caractérisée par le dépôt de lipides sur les parois des artères, ce qui peut mener à l'obstruction des vaisseaux ou entraîner la lésion de la paroi. Or, la génesticine peut agir de protection contre l'athérosclérose, car elle inhibe certaines interactions entre l'eusiote et l'endothélium, qui modifient l'inflammation vasculaire, celui-ci joue un rôle majeur dans la pathogénèse de l'athérosclérose. Par contre, bien que certaines études appuient ces bienfaits, d'autres les minimisent. En effet, en 2012, les autorités de santé européennes, EFSA, ont interdit que les compléments alimentaires contenant de la génesticine prétendent pouvoir effectuer ces bénéfices sur la santé. Ces effets ne sont alors pas reconnus à 100% et solidement construits scientifiquement. De plus, une trop forte consommation de cette molécule peut causer plusieurs effets secondaires. En effet, si elle est mangée en trop grande quantité, quelques conséquences sont possibles telles que la constipation, les nausées, les problèmes gastriques, un impact sur la fertilité chez les hommes et plusieurs autres qui seront présentés davantage au courant de la section des méfaits. Pour poursuivre sur les bienfaits de cette molécule, il faut d'abord aborder les phytoestrogènes. Ces derniers sont des substances végétales contenues dans la génesticine. Ils ont une similitude structurale avec l'estradiol, plus précisément avec le 17-bêta-estradiol, qui est l'estrogène le plus abondant dans le sang au cours des années de procréation de la femme. Cette ressemblance leur confère des propriétés dites estrogéniques, se rapprochant des hormones féminines. Ils pourraient alors imiter ou moduler l'action des estrogènes naturellement produites par l'organisme en étant réceptionnés par les récepteurs bêta des estrogènes. Or, il reste que l'action de cette molécule est moins puissante que celle des estrogènes naturels ou de synthèse. En se fixant sur les récepteurs qui se trouvent dans divers organes, sein, utérus, thyroïde, prostate, les phytoestrogènes peuvent moduler les voies de régulation hormonale pour arriver alors à un équilibre hormonal. Ils peuvent rétablir l'équilibre estrogénique en cas de manque ou d'excès. En condition de carence, des interactions avec les récepteurs ainsi qu'une réponse estrogénique sont possibles, tandis qu'en cas d'excès, ils peuvent bloquer les récepteurs des estrogènes naturels plus puissants et ainsi diminuer la réponse estrogénique. Sur la même voie, la consommation de la génesticine peut soulager les troubles liés à la ménopause et la baisse du taux d'estrogène associé, tels que les bouffées de chaleur, les maux de tête, la sécheresse vaginale ou l'incontinence urinaire. Les compléments alimentaires contenant cette molécule sont donc une option pour les femmes ménopausées qui refusent les traitements hormonaux de substitution. 26,2% d'entre elles mentionnent d'ailleurs avoir vu des résultats positifs sur leurs symptômes de ménopause. La ménopause peut aussi entraîner une réduction des niveaux de calcium dans les os en raison de la baisse d'estrogène. Or, selon certaines études, une consommation constante de génesticine pourrait réduire cette perte osseuse et amener une amélioration de la densité minérale osseuse. Vers un côté plus cardiovasculaire, la molécule de la génesticine pourrait avoir plusieurs bénéfices. Par exemple, des effets positifs sur la vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire la flexibilité des vaisseaux sanguins, ont été observés. Effectivement, lors d'une étude, des chercheurs ont injecté de la génesticine dans les avant-bras d'hommes en bonne santé entre 20 à 51 ans et de femmes entre 20 à 33 ans. Les résultats de cette expérience ont montré que l'injection de cette molécule avait doublé et triplé la flexibilité des vaisseaux sanguins de leurs avant-bras. Cela est explicable par l'interaction de la génesticine avec les récepteurs ER-bêta sur les artères coronaires qui mènent à la production d'oxyde nitreux, qui est un gaz qui induit la vasodilatation. Il est également à noter que les propriétés antioxydantes de cette molécule réduisent l'oxydation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, pour les patients diabétiques. Pour finir sur les bienfaits de la génesticine,
Des gens constatent une amélioration de l'humeur et de la qualité de vie physique, psychique et sexuelle à la consommation constante de cette molécule. L'usage de cette molécule n'est pas sans danger selon certains, en raison de leur activité estrogénique. Tout d'abord, puisque la généstiine imite l'action de l'estrogène, elle remplit la définition d'un perturbateur endocrinien. Ce dernier interfère avec notre équilibre hormonal et peut, de ce fait, provoquer des effets indésirables. Un perturbateur endocrinien peut interférer avec la production, la sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action ou l'élimination des hormones naturelles. Selon certaines études, cette activité hormonale pourrait réduire la fertilité des hommes et des femmes. En 2014, une étude incluant 12 000 femmes ingérant plus de 40 mg de la molécule par jour a démontré une baisse de 3% de la probabilité de donner naissance à un enfant. Du côté des hommes présentant des troubles de la prostate, la généstiine pourrait diminuer la fertilité masculine ainsi que le taux de spermatozoïdes par millilitre. De plus, cette molécule pourrait allonger et dérégulariser les cycles menstruels. En fait, des jeunes femmes consommant 45 mg d'isoflavone par jour ont vu leur cycle s'allonger de 28 à 30 jours puisque leur production de FSH et de LH, des hormones sexuelles, était réduite. Par ailleurs, une consommation excessive de généstiine exerce une influence négative dans l'absorption intestinale du fer, du calcium, du magnésium, du zinc, du manganèse et du cuivre contenus dans les végétaux. Elle pourrait aussi mener à une constipation, des nausées et ou des problèmes gastriques légers. Par rapport aux effets positifs ou négatifs de la généstiine agissant sur les cancers, plusieurs controverses existent. Mais premièrement, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer est une tumeur maligne causée par une multiplication anarchique de cellules. Autrement dit, après le vieillissement des cellules, les gènes dans le noyau de celles-ci leur indiquent de se diviser en faisant une copie d'elles-mêmes pour en créer une nouvelle. Donc normalement, la cellule se divise en 2 puis en 4. Or, quand une cellule présente une gène anormale qui contient une mutation, la cellule ne suit plus ce cycle et si les globules blancs n'interviennent pas à temps, la cellule se reproduit donc de façon désordonnée, ce qui conduit à un cancer. Des études disent que la consommation de généstiine diminue le risque de cancer, alors que d'autres disent qu'il augmente. Prenons par exemple le cancer du sein, qui est stimulé par l'œstrogène. Dans un premier temps, touchant la diminution des risques, la présence de phytoœstrogènes dans la généstiine crée une compétition qui atténue les effets biologiques associés à l'œstrogène, ce qui diminuerait la croissance de tissus mammaires et le cancer. Les phytoœstrogènes, avec une activité biologique moins grande que l'œstrogène naturel, prendraient leur place sur les récepteurs et diminueraient l'effet œstrogénique global. Dans un deuxième temps, touchant l'augmentation des risques, l'étude de cohorte française de 2019, E3N, a observé une corrélation entre la consommation de généstiine et l'augmentation de ce cancer pour les tumeurs non hormonodépendantes ou chez les femmes qui ont déjà des cas de cancer du sein dans leur famille. En raison des études incertaines et des méfaits possibles, une quantité quotidienne de généstiine consommée est recommandée. Par mesure de précaution, une consommation maximum d'isoflavone de 1 mg par kg de poids corporel et par jour est prescrite. Il est ainsi recommandé d'éviter d'en consommer pendant la grossesse et l'allaitement, étant donné son impact hormonal œstrogénique. C'est la même situation en cas d'antécédent d'endométriose, des tumeurs œstrogénodépendantes, soit les cancers du sein, de l'endomètre, de la prostate ou des ovaires, ainsi qu'en cas de traitement hormonal en cours. Pour conclure, cette molécule est présente dans plusieurs aliments dérivés du soya, spécialement le tofu. Dans le corps humain, cette molécule agit comme un oxydant. Elle apporte plusieurs bienfaits comme des propriétés estrogéniques, des effets bénéfiques sur la ménopause, sur la densité osseuse, sur la santé de la peau et sur la vasodilatation, ainsi que sur des diminutions du taux de lipides sanguins. De plus, cet isoflavone permet une amélioration de l'humeur et de la qualité de vie. Or, la généstiine apporte aussi des méfaits sur la santé, comme son rôle hormonal qui peut correspondre à un perturbateur endocrinien, en plus de son influence négative au niveau de l'absorption intestinale du fer lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité.
Dû aux études basées sur de courtes périodes uniquement, ainsi que le manque d'évaluation des facteurs externes, les effets positifs et négatifs à long terme sont inconnus. Il est donc difficile de bien analyser cette molécule et tous ses effets. En espérant que la science et des nouvelles études précises puissent ouvrir davantage les yeux de la population sur les impacts d'une consommation en généstine.